d'être venu ce matin pour la table ronde dans le cadre du Innovation Challenge 2025. J'aimerais particulièrement remercier nos partenaires et nos sponsors du programme pour tout le soutien et vous aussi, de ceux qui croient dans le pouvoir de l'innovation pour construire un avenir meilleur pour nous. Donc, l'Innovation Challenge a été conçu pour soutenir les idées innovantes et les startups visionnaires qui s'attaquent aux défis les plus urgents de l'île Maurice. Mais les startups ne peuvent et ne doivent pas innover tout seuls. Elles sont là et elles ont besoin de partenariats solides, notamment avec le monde de l'entreprise, pour passer à l'échelle et transformer durablement nos secteurs. Le thème de la discussion aujourd'hui, le rôle des entreprises et des startups dans la construction d'une île Maurice durable, reflète une conviction profonde que la transition de Maurice vers un avenir plus résilient passe par une collaboration renforcée entre le secteur privé, des générations publiques et la mentalité. Ce matin, nous allons explorer comment mieux construire ces partenariats entre grandes entreprises et startups, comment dépasser les sponsorings uniquement financiers, co-développer des solutions alignées aux objectifs de développement durable et surtout créer des relations fondées sur la confiance, l'accès et l'accompagnement durable. Nous aurons les points de vue de 4 leaders du secteur privé qui partagent leurs expériences et ambitions de collaboration avec les startups et leur vision d'innovation durable. Excusez-moi. Pour modérer cette conversation, nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Hardewar-de René de Business Mauritius, spécialiste du développement durable et du changement climatique. Amandine dirige aujourd'hui le développement Sustainability et Inclusive Growth chez Business Mauritius, où elle agit à l'interface entre politique publique et engagement du secteur privé. J'invite maintenant Harry Coulen, manager SME Banking Business Banking à la NCB, avec plus de 26 ans d'expérience. Harry est aujourd'hui à la tête de plusieurs initiatives visant à faciliter l'accès au financement, l'éducation financière et à soutenir la croissance des PME. Entre autres. Nous accueillons ensuite Caroline Rowe, Chief Sustainability Officer du groupe Eclosia, de Eclosia Angel Funds. Faute de plus de 20 ans au sein du groupe, Caroline nous parlera de l'importance du capital d'amortissage pour accompagner durablement l'innovation locale. Ensuite, place à Amaury Duniabil, General Manager commercial et Research and Development. Amaury partagera comment Saint-Gobain intègre les principes d'économie circulaire et ses solutions de construction durable et le potentiel des collaborations avec les startups dans cette démarche. Et enfin, nous entendrons Bruno Florence, Chief de la transformation du groupe, qui évoquera comment initier un soutien à l'entrepreneuriat inclusif à fort d'impact local. Sans plus tarder, je laisse la parole à Amandine. Merci. Oui. Alors, je vais m'excuser, mais ma montre s'est cassée ce matin, bien sûr. Donc, j'ai besoin de mon téléphone, c'est pour l'heure. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. C'est un sujet que je porte à cœur. Sans plus tarder, on va commencer par une petite table ronde. Je vous donne 3 minutes chacun pour compléter l'introduction qui a déjà été entamée et rajouter les choses que vous voulez dire. Peut-être qu'on commence par toi, Harry? Merci. Donc, Harry Coulen, comme on a si bien dit, donc on est avec la Cheville comme partenaire depuis le commencement, depuis le début. Pourquoi? Parce que la MCB, on croit dans tout ce qui s'appelle SMI, dans tout ce qui s'appelle l'innovation, dans tout ce qui s'appelle faire grandir les entreprises. Donc, historiquement parlant, la banque commerciale a toujours accompagné les différents secteurs d'industrie et à Maurice, comme dans la région aussi. Mais raison de plus qu'aujourd'hui, avec tous les challenges qu'il y a dans le monde,
au point de vue économique, au point de vue marché. Définitivement, on milite beaucoup pour faire grandir les petites et moyennes entreprises, parce qu'aujourd'hui, les PME, comme on les appelle, quand même occupent une grande place au niveau du marché économique à Maurice, en termes d'emploi, création de ressources et surtout d'avenir. Donc voilà un petit peu le pourquoi de notre présence. C'est vraiment pour aider des cellules, tous les différents membres de l'écosystème même, de pouvoir vraiment faire quelque chose pour faire que Maurice peut passer à l'autre étape de son développement tout en accompagnant les PME. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Ecclesia Angel Fund, c'est un des dispositifs du groupe Ecclesia qui soutient l'entrepreneuriat mauricien. Je pense que vous savez que l'histoire du groupe Ecclesia est hautement liée à l'histoire de l'entrepreneuriat avec la vision de l'entrepreneur qui a été Michel Despéville, de sa vision pour une île Maurice autonome, indépendante au niveau alimentaire et en situation de sécurité alimentaire. Donc on a plusieurs dispositifs pour soutenir l'entrepreneuriat au sein du groupe, je vous en cite quelques-uns. Vous connaissez peut-être les boucheries de la région de Fray. Ce ne sont pas des entités du groupe Ecclesia, ce sont des entrepreneurs mauriciens qui fonctionnent dans un cadre qui a été mis en place par Ecclesia, un système de franchise. Et c'était une des actions du groupe pour développer l'entrepreneuriat local. Il y a aussi au niveau de la Fondation Solidarité, aujourd'hui Ecclesia Solidarité, l'axe entrepreneuriat, pour développer l'entrepreneuriat local des populations vulnérables, pour et par les populations vulnérables à travers les fonds CSA du groupe Ecclesia. Il y a aussi au niveau de notre politique RH, la formation de nos cadres à l'entrepreneuriat. On a développé un programme avec le Stellenbosch Business School pour former nos cadres à l'entrepreneuriat. Ils présentent des projets entrepreneuriaux à la direction du groupe parce qu'on croit que développer nos cadres sur l'entrepreneuriat, c'est leur apporter des compétences en lien avec l'innovation. Et finalement, j'en arrive à Ecclesia Angel Fund, qui fait partie de ce dispositif pour l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est définitivement au cœur de notre stratégie, c'est ce que j'essaie de vous partager. Ecclesia Angel Fund existe depuis 2012. C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas forcément beaucoup entendu parler, mais il existe depuis 2012 et même dès les années 80, Michel Despéville avait mis en place des structures de support à l'entrepreneuriat local. Donc depuis 2012, Ecclesia Angel Fund a supporté, aidé plus de 30 startups à Maurice, qui ont été aidées de différentes manières, je vous en parlerai certainement tout à l'heure, et a investi dans 13 startups mauriciennes. Aujourd'hui, nous soutenons 4 startups. Et je vous parlerai de tout ça plus en détail. La mission d'Ecclesia Angel Fund, c'est de faire éclore le potentiel des entrepreneurs et des startups à Maurice. Merci. Solide, hein, comment ça Ouais. Allez. Donc, Amaury Vignaville, partenaire et directeur chez Saint-Gobain, Océan Indien. Avant de parler de Saint-Gobain, je vais parler de notre identité, notre vraie identité mauricienne. On est des entrepreneurs locaux, boîte familiale, qui avons rejoint un énorme groupe. Si effectivement, Ecclesia, MCB, mais le groupe Saint-Gobain est un groupe hors norme pour des économies comme la nôtre. C'est dans le top 100 des plus gros industriels du monde. Donc c'est une belle fierté. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Pourquoi je suis ici? En ouvrant la porte de cette joint venture, on a aussi découvert l'effort que certains monstres industriels veulent mettre en place. C'est-à-dire que une petite action chez un industriel aussi important, ne serait-ce que de réduire un petit peu son impact plastique, on parle tout de suite de milliers de tonnes d'impact. Donc c'est des gens qui travaillent énormément sur comment leur vision doit être mise en place dans ce qu'ils appellent une boîte multilocale. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant chez Saint-Gobain. Ils ont une approche, oui, d'une multinationale, mais ils se disent être multilocal. Ce qui est intéressant parce que du coup ils s'adaptent et ils s'insèrent dans les économies à l'échelle de l'économie du pays. En toute honnêteté, on est loin d'être le Saint-Gobain de Paris, à Maurice. Bon, je tiens surtout à Saint-Gobain de Paris, c'est quand même, voilà, c'est un peu comme Ecclesia, voilà, c'est des boîtes qui sont super bien structurées à l'échelle mauricienne, hein, mais
Mais par contre, on fait des efforts. Et je crois qu'aujourd'hui, ma présence, elle est de prouver qu'en tant qu'entrepreneur, on a une histoire assez similaire, on passe par des moments extrêmement compliqués. Pour pas dire des fois même on se pose la question si demain ça continue. Mais le fait de tenir et de croire dans son projet, c'est là où on voit au final les choses avancer. Aujourd'hui, Saint-Gobain-Océan Indien est un des acteurs, on va dire, leader local, même régional, dans son métier. Sachant qu'il y a quelques années, on se posait quelques questions. Donc voilà, il faut surtout croire, et pour avancer positivement dans ce que vous avez de certitude dans vos projets. Donc, moi, je vais vous donner un overlook, un peu un 360 degrés de ce que l'industrie du bâtiment peut apporter comme solution. Durable, j'ai vu là des petits joujoux qui sont arrivés, c'est intéressant. Donc c'est parfait. C'est ça, c'est sexy, c'est intéressant. On répond en fait à une problématique, je l'ai dit assez simplement. On a un vis-à-vis, on a une réponse qui est comme un molosse qui répond à un molosse. Donc on a une problématique de déchets, et souvent on parle de tonnes de déchets, et on est une industrie qui parle en tonnes. Donc on est effectivement une poubelle un peu vertueuse potentielle pour certaines choses. Donc il faut surtout casser les barrières et pousser un petit peu les ponts. On se le dit que c'est pas compliqué. Voilà. Merci à vous. Bruno Florence, ça fait 25 ans que je suis chez Initia. J'ai eu la chance, de connaître la croissance d'Initia au fil de ces 25 dernières années. Je suis rentré, je me rappelle, en l'an 2000 en tant que sales supervisor. On avait une équipe commerciale, tout compris, livreur, helper, camion, on était à 12. On a démarré, on peut dire, si on compare ça aujourd'hui à petite échelle, mais au fil des années, on a évolué. Aujourd'hui, au bout de 25 ans, on est quand même le plus gros producteur d'œufs. On produit pratiquement 100 millions d'œufs par an pour le marché mauricien. On est rentré dans le poulet depuis 2018, sur le poulet de table. On est arrivé quand même à se mesurer un peu au gros aujourd'hui. Et c'est vrai que cette évolution-là, au fil des années, aujourd'hui, à l'époque, on ne se rendait pas forcément compte des déchets, des intrants, les volumes étaient encore, à vous dire, négligeables. Mais aujourd'hui, en termes d'intrants, même en termes de sortie, on va parler un petit peu sur les packaging plus tard, parce que c'est arrivé à être un très gros morceau chez nous, où on a pu avoir la chance de basculer 85% de nos besoins chez une entreprise locale qui travaille des produits recyclés localement. On a aussi d'autres challenges, Yoann qui est là, maîtrise ça peut-être mieux que moi, sur la fiente de poulet. On ne va pas aller en tonnes, de milliers de tonnes. On a aujourd'hui des milliers de tonnes de fiente de poulet qu'on peut essayer de trouver. On a déjà de bonnes idées, que ce soit avec des Combo Tower ou whatever, mais on a aujourd'hui chez Initia pratiquement 25 000 tonnes de fiente de poulet qu'on produit annuellement et qui pourrait aujourd'hui déboucher sur une fertilisation organique à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc, je crois qu'il y a matière à discuter. Les volumes aujourd'hui ne sont plus ce que c'était auparavant. Et si on ne tackle pas ces issues-là, dès maintenant, les problématiques vont persister. Je crois qu'il y a des opportunités très intéressantes. Déjà, merci. Merci. Je crois que ma maison est une grande consommatrice de thé sans bienfaits. Alors on va commencer par poser un petit peu le cadre et rentrer dans le débat, c'est pas vraiment un débat, la discussion, en posant le contexte. Donc avant tout, je tourne vers toi pour cela. Ouais. Le vert. Donc les startups sont souvent perçues comme agiles, capables de tester des solutions rapidement et d'accélérer la transition écologique. Donc de contribuer aux objectifs de développement durable. Mais nous sommes dans un petit pays insulaire, on est confronté à des petits marchés et à l'impact du changement climatique. Donc, sont-elles suffisantes?
Et quel est selon vous, c'est mieux, leur véritable levier d'impact pour faire avancer concrètement cette transition? Question. Bon, alors, on va essayer de répondre, mais on va rester assez large aussi. D'abord, je vais parler un peu du Innovation Challenge et d'un start-upper. Dans le titre même, c'est ce qu'il faut. Je pense que beaucoup de la réponse, elle cite dans le Innovation Challenge. Ce qu'il nous faut à Maurice, c'est l'innovation. Donc, je ne vais pas me vanter du tout de cette chose-là, mais on a sorti, je vous raconte un petit peu, j'aime bien les exemples, c'est plus parlant et c'est direct pour que vous compreniez un petit peu. Je viens de me rencontrer des gens pour me dire, oui, tu sais, on va bosser sur du verre, on va commencer on a potentiellement une filière de verre qui va se mettre en place. C'est plus compliqué de mettre en place la filière, c'est-à-dire la collecte. Et on va pouvoir générer une ressource. Je vous parle de ça parce que vous êtes tous potentiellement un peu des start-upers au fond de vous. Moi, c'est assez inné sur certains domaines, beaucoup moins sur d'autres. Je ne suis pas très à l'aise dans le IT, par exemple. Ça passe sous mes yeux, subitement d'aller créer une application. Le gars me parle de verre, je suis dans le métier, je me dis tiens, le verre c'est du silice, le silice c'est ce que j'utilise, pas à Maurice parce que j'ai pas de silice sous mes pieds, j'ai du basalte, on m'a donné un volcan, ça crée du basalte, du roxane. Mais dans d'autres pays, on n'a pas de basalte, on a plus du silice, du silico-quartz, du silico-calcaire. Je me dis tiens, il y a un potentiel. Et je lui dis ouais, mais tu sais, on parle d'un volume monstrueux là, 18 000 tonnes, 20 000 tonnes, qu'est-ce que vous voulez foutre de ça? C'est énorme. Je ne vois pas énormément d'industries qui vont pouvoir répondre. Et c'est ça l'innovation, c'est de se dire, tiens, je vais tester quelque chose. Et là où c'est sympa, c'est qu'en fait, dès qu'on touche à ce développement durable, je pense qu'il y a 50 ans, on nous aurait dit, le PNC de l'étang, c'est pas... Aujourd'hui, j'ai juste fait prouver qu'en prenant du verre concassé, on arrivait à transformer ça comme un matériau de construction intelligent. Et ben, je crois que ça a été la vidéo pour moi le plus vue. Donc il y a des gens qui ne savaient même pas que j'étais dans l'industrie qui me disent ah moi je fais ça dans ta vie. Putain, c'est sympa. C'est de la famille, ça fait 20 ans que je bosse dedans. Et c'est qu'aujourd'hui tu me connais grâce à cette petite vidéo. C'est pour vous montrer aussi le potentiel que vous avez à intéresser les gens. Il n'y a pas tous les milieux. Demain, vous me dites que vous allez, je sais pas, importer un nouveau plywood. On peut trouver du plywood. Donc, la circularité est aujourd'hui une opportunité. Moi, j'aime bien voir dans les contraintes des opportunités aussi. On est peut-être effectivement isolé. Il faut voir ça comme une opportunité. Quand on est isolé, on n'a pas un accès immédiat à des ressources bon marché. Donc on est un peu contraint. Au final, si on arrive à recirculariser, à transformer un déchet comme une ressource, on crée de l'opportunité locale. Par contre, je reviens sur un point, je pense qu'il y a un travail, et c'est là où on prend un petit peu d'Innovation Challenge dans son détail, il y a aussi un bridge qui est important, parce que les entrepreneurs ou même les entreprises privées ne peuvent pas tout porter sur leurs épaules. Il faut qu'à un moment le cadre se pose. Le cadre, c'est, avant de dire très simplement, les lois qui encadrent tout ça. Petit sourire, vous foutez une taxe sur les voitures, vous avez 17 000 voitures qui se vendent en un mois. En juin, je crois qu'ils n'ont jamais vendu autant de voitures. C'est action-réaction généralement. Le gouvernement pose un cadre. Et vous avez tout de suite les entreprises qui se mettent en marche, les acteurs, que ce soit un milieu. Oui, quand on touche un peu à ce milieu dans lequel je suis, c'est assez empirique, c'est boulonné, c'est un vieux métier. C'est quand même un métier qui fait partie des besoins primaires, donc ça protège les gens, c'est l'habitat, c'est comme manger, c'est un besoin primaire. Manger, se reproduire et se protéger. Mais ne serait-ce que d'aider en mettant des incentives sur, par exemple, offset de la taxe, ou au contraire pénaliser les gens s'ils ne le font pas.
peut rapidement réorienter une ressource, enfin oui, une ressource, un déchet, mais une ressource, vers une transformation. Donc bravo à ceux qui ont démarré le projet, parce qu'ils ont mis en place une filière. C'était une ONG, mais ils ont su au moins fédérer des compétiteurs. Ça, c'est pas chose facile à Maurice, sans cadre. Donc c'est des gens qui se tirent dessus, entre guillemets, sur le marché, mais qui ont réussi à s'asseoir autour d'une table. Petit bémol, les big players n'ont pas voulu s'asseoir à la même table, ce qui est dommage. J'adresse quand même le message. Il faut que les big players, de temps en temps, sortent leur orgueil, mettent de côté et s'assient pour des besoins vertueux pour le pays. Et voilà, et en fait, c'est tout ça, je parle à l'équipe de temps en temps, et c'est énormément de challenge, parce qu'aujourd'hui, le projet s'est un petit peu arrêté, il manque le petit spark, qui est certainement le cadre pour la transformation, la collecte est en train de se faire, il faut maintenant transformer. Je m'adresse aussi à ceux qui veulent entendre. Il y a effectivement un besoin de transformation de temps en temps. Et là, on parle souvent de CAPEX. CAPEX, c'est les fameux challenges. C'est là où les entreprises, mais aussi les partenaires financiers peuvent donner du courage. Voilà un petit peu ma réponse. Merci. Donc, chercher les opportunités, collaborer, avoir un réglementaire. Tout ça, des éléments clés pour aider peut-être saupoudrer tout ça avec un peu aujourd'hui, je pense, effectivement, de traçabilité intelligente, c'est-à-dire numérique. Oui. Aujourd'hui, là, ça devient incontournable, c'est sûr. Alors, tu as parlé de sous, ce qui est très bien, parce que ça me fait la transition. On ne va pas tourner autour du pot trop longtemps encore, on va se tourner vers les sous. On en a tous besoin. Donc, Harry, si tu veux là. Alors, tu m'as expliqué dans les cours de préparation que la MCB ne finance pas directement les startups, mais que vous soutenez l'environnement entrepreneurial autrement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une initiative, de comment est-ce que vous contribuez à cet écosystème? Merci. En fait, tu sais, je pense que c'est très important de démystifier cela. C'est que oui, quand on regarde les banques, on parle de sous, on parle de prêts, et c'est très bien, mais il faut aussi savoir à quel moment que l'entreprise doit commencer à se tourner vers l'endettement. À Maurice, comme à l'étranger, comme vous regardez, si on se limite à notre circuit bancaire mauricien, on est tous des entités, des banques commerciales. Que ce soit la MCB ou les autres banques, on opère, vous allez voir dans notre dénomination, c'est mis commercial bank, donc banque commerciale. Donc c'est important pour moi de vous dire c'est quoi une banque commerciale. Ben, une banque commerciale, si je veux être très simple, c'est une entreprise qui prend des dépôts avec des clients, donc on utilise des dépôts et on crée des loans. Aussi simple que ça. Si je reste très simple, très simpliste. Cela étant, quand je prends l'argent des déposants, que je le prenne de l'autre côté, j'ai des responsabilités légales à pouvoir gérer ce portefeuille de dépôt, des déposants, pour s'assurer que quand le monsieur vient en banque pour récupérer son argent, celui qui a des dépôts, ben on est en mesure de lui rendre son argent. Ça répond à la question pourquoi est-ce que les banques commerciales ne financent pas directement les startups. Pourquoi? Parce que nos identités, et vous savez, les banques opèrent, tout le temps je dis ça dans tous les forums, c'est que on opère sur des législations qui sont les plus serrées qu'il y a au monde. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bouge, tout ce qu'on touche, toute décision est réglementée. Cela étant, l'appétit de risque que nous avons est quand même très, je ne dirais pas limité, mais structuré. C'est pour ça, tout d'abord, on a aussi l'objectif d'être une banque responsable. J'ai parlé des prêts, j'ai parlé de l'endettement. Qui dit l'endettement dit aussi repaiement. Quand vous contractez un prêt, ben, il faut commencer à repayer. Quand vous avez un découvert, un overdraft, il y a des intérêts. Mais allons se mettre à la place de celui qui commence. Au tout début, est-ce que vous pensez, nous en tant que banque,
on serait responsable de lui mettre un endettement dans les premiers jours de sa vie. Qu'il doit, avant même de commencer à faire des profits pour son entreprise, il doit commencer à réfléchir à comment payer la banque. Non. Définitivement non. C'est pour ça qu'on aide le secteur différemment. 50 ans de cela, 30 ans de cela, vous connaissez la banque en tant que banque qui prête de l'argent. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le non-banking, on travaille beaucoup dans du beyond banking, et on s'associe avec l'écosystème. Quand je dis écosystème, je parle de l'Archeville, je parle de tous les acteurs du composant de l'industrie des PME à Maurice. On aide sous différentes formes. Aujourd'hui, on s'associe aussi avec, par exemple, Seed Capital, parce que eux, ils ont vraiment le profil de pouvoir aider et accompagner ces startups à pouvoir commencer sur une très bonne base. Nous n'avons pas ces ressources, nous n'avons pas cette expertise de pouvoir vraiment le faire parce que on a nos capacités en tant que banque. Et cela étant, en s'associant avec des acteurs comme l'Archeville, on est là présent à the back, mais pour s'assurer que l'entreprise vraiment commence sur des bases solides, il est équipé, il est formé, il est discipliné et vraiment il est aidé dans sa prise de décision. Parce que c'est vraiment crucial. Le Covid a remis en question beaucoup de business models. Et si on imaginait, si on n'était pas assez résilient et si on n'était pas assez entouré dans nos prises de décision, l'impact allait être beaucoup plus négatif que ça. Donc, cela étant, oui, on est une banque, oui, on ne prête pas de l'argent directement, mais on aide différemment. On aura l'occasion de développer cela un peu plus tard, mais on reste présent avec les différents acteurs de l'industrie, parce que, comme je le disais un peu plus tôt, chaque secteur d'activité économique, c'est pas parce que je suis à la banque commerciale, mais j'endosse la MCB sur mon dos, je dois parler pour la MCB, c'est naturel. C'est que la MCB, la banque commerciale, a été tout le temps la banque qui a accompagné le développement de l'île Maurice. Que ce soit l'industrie carrière, que ce soit l'industrie de l'hospitalité, les services financiers, etc., etc., etc. Parce que, pourquoi? On croit dans l'innovation. Et là, si tu me permets, je vais retourner rapidement en arrière pour vous dire, par exemple, la première carte bancaire. On appelait ça la carte Mr. Best. Qui c'est que je me rappelle de cette carte? Mr. Best. Cette carte, Mr. Best, il y a ceux qui ne savent pas, hein, c'était la première carte. Oui. Dans les années 80, sur le Mr. Best. 80. J'ai dit, devant la carte Mr. Best a révolutionné Maurice, a révolutionné le système de paiement. On essaye de se bouger, de se déplacer du cash pour aller se tourner vers le système plastique card. Ça, c'était des années de cela. Pas plus tard que tout à l'heure, quand je parlais un petit peu avec vous, avec qui j'ai eu l'occasion de parler, on me parlait de Juice. Maintenant qu'on dit MCB, on dit Juice. Encore une fois, innovation. On a Juice pour les individus, mais on a aussi Juice Pro pour les entreprises, Internet Banking Pro. En d'autres mots, on croit dans l'innovation. Parce que sans l'innovation, on n'arrivera certainement pas à se développer et à se démarquer. Donc aujourd'hui, en tant que partenaire avec Archeville pour l'Innovation Challenge, on veut vraiment que vous, en tant que startup, vous, en tant que PME, vous réalisez l'importance d'innover. La dernière fois, je disais how to create more with the same resources. En d'autres mots, être plus efficient. Et c'est ça la clé du succès. Aujourd'hui, on parle de AI. Quelqu'un me posait la question, est-ce que AI va impacter sur nos ressources en termes des employés? Non. Non. Je vous dis non. Pourquoi? Oui, ça va nous aider à être plus efficients dans nos prises de décision. Tout le monde se pèse la banque pour analyser un dossier. Oui, c'est vrai. Parce que pour analyser un bilan et un compte de résultat, ça prend du temps. Mais le AI le fait en quelques secondes. Je gagne 7 temps
avec cette même personne d'analyse pour l'aider à ajouter plus de qualité dans ses dossiers, à pouvoir être plus rapide. En d'autres mots, il y aura cette complémentarité entre AI et l'humain. Et voilà l'avenir de Maurice. Merci. Merci. Sorry, j'ai pris un peu plus de temps. Pour le texte. Caroline, tu n'opères pas tout à fait dans le même cadre qu'une banque, mais on peut parler de sous avec toi aussi maintenant. Donc, en tant qu'investisseuse, je devrais dire, engagée, pour votre fund, quels sont les critères pour qu'un projet mérite d'être soutenu par votre fund? Yes. Déjà de partager qu'on va accueillir tous les entrepreneurs qui nous contactent. Parce que ensuite, je vais vous partager effectivement les critères, mais Ecclesia Angel Fund, si on est contacté, on va vous recevoir, on va vous écouter. Ce qui nous caractérise, c'est l'écoute et la flexibilité. Et ce que je vais vous dire après là, c'est vraiment un cadre général, mais c'est vraiment de vous dire que c'est flexible. Donc, on accueille tout le monde, mais bien sûr, on va s'intéresser à avoir une écoute particulière sur les projets qui sont en ligne avec notre stratégie générale de développement durable. Donc, nommément l'autosuffisance et la sécurité alimentaire en ligne avec l'histoire même de notre groupe, la production locale et circulaire, la transition écologique plus largement, l'inclusion sociale, qui est depuis le départ extrêmement importante pour le groupe Ecclesia, et un axe sur lequel on n'est pas attendu, mais on est là quand même, la culture. Parce qu'on croit beaucoup à l'entrepreneuriat culturel pour notre business. Donc ça, c'est déjà le périmètre d'Ecclesia Angel Fund. On a un premier contact, on échange, on commence à voir un peu si le projet peut être intéressant pour les deux parties. Et si on décide d'aller plus loin, on va signer un MOU, parce que pour l'entrepreneur aussi, c'est très important de se sentir en sécurité dans les échanges qu'il a avec nous. Donc on signe un MOU, et en ce faisant, l'entrepreneur nous soumet tout son projet, c'est-à-dire toutes les données qui nous permettent à nous, alors sans faire un due diligence, comme on appelle en bonne et due forme complète, on va faire une analyse approfondie du dossier. Alors quand je dis on, je ne suis pas seule. Donc moi je suis Chief Sustainability Officer et je donne une partie de mon temps sur Ecclesia Angel Fund, donc je suis la responsable. Mais je travaille en étroite collaboration avec notre département finance, Corporate Finance, et notamment Estelle O, qui est là aujourd'hui avec nous, donc, qui est Corporate Finance Manager pour le groupe Ecclesia. Donc vous allez voir qu'ensuite, effectivement, c'est toujours une question de binôme. Parenthèse fermée. Donc on analyse en profondeur le dossier, et là on va décider, selon les critères que je vais vous présenter, si oui ou non on va porter le projet devant le conseil d'administration d'Ecclesia Angel Fund. Donc les critères, définitivement les états financiers actuels et projetés, vous imaginez bien que c'est majeur, mais aussi, et je dirais presque surtout, l'environnement du business de la start-up, c'est-à-dire de connaître ses intrants et son marché, la capacité du marché à grandir, la scalabilité de la start-up, sa capacité à grandir. On regarde son network, on regarde aussi la qualité de ses services et de ses produits, et on regarde le caractère innovant. On rajoute un petit critère qui est l'entrepreneur lui-même. C'est fondamental parce qu'en fait, on va construire une relation. Donc, il faut qu'entre nous, ça se passe bien et qu'on voit chez l'entrepreneur certaines qualités pour qu'on puisse se dire, ouais, quand même là, on maximise les chances que ça se passe bien. Donc, voilà un peu les critères qu'on utilise. Ensuite, on va porter ou pas le projet devant le conseil d'administration d'Ecclesia Angel Fund. Et là, on va décider du support. Donc, le support, c'est financier. En général, on rentre au capital de la start-up parce qu'en fait, les start-upers, ils ont besoin d'avoir un capital. Au départ, ils ont besoin d'avoir du capital. Donc, on rentre au capital de la start-up. En général, et je dis en général parce que tout ça, ça dépend. C'est en général à hauteur de 30%, entre 20 et 30% du capital. Okay. Ensuite, au niveau financier, on va pouvoir décaisser des loans, des shareholders agreements, des shareholders loans pour les startups en complément du capital que je viens de mentionner. Mais tout dépend des échanges qu'on a avec la startup. Ensuite, on a ce qu'on appelle du in-kind. Okay, donc, c'est du temps ressources des collaborateurs d'Ecclesia. Pour la startup qui est identifiée, on identifie un binôme avec un point de contact plus un business partner qui est un financier. Donc là, la start-up, elle a deux points de contact chez nous. Un qui est plus général et l'autre qui est financier.
Ces ressources-là, c'est des ressources du corporate, mais aussi des entreprises du groupe Eclosia. N'importe quelle entreprise du groupe, on fait appel à nos collaborateurs qu'on estime être les plus à même de supporter la start-up pour venir aider la start-up. Et ça a un double effet, c'est que ça permet d'avoir les meilleures ressources pour la start-up, mais ça permet aussi à nos collaborateurs chez Eclosia d'être exposés à l'esprit start-up. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ensuite, l'autre type de support, troisième support, c'est quand la start-up nous dit ouais, j'ai besoin de communication, j'ai besoin d'aide en marketing, j'ai besoin d'aide dans les opérations. En plus des 2 points de contact qu'on a, on les met en relation avec nos compétences internes pour aider la start-up sur des sujets très spécifiques. Et finalement, le dernier support qu'on donne, c'est notre network. Donc, selon les startups, selon les sujets et les projets, on les met en relation avec ce qu'on estime, ce qui pourrait les aider, que ce soit le DP, que ce soit Business Mauritius, you name it, selon les sujets, on les met en relation avec le réseau pour leur faire gagner du temps. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Donc tout le monde pourra venir te voir pour voir. Je crois qu'il y a quelques-uns qui t'ont déjà repéré là. Les emails vont partir. Alors, on a parlé de risques financiers et maintenant je me tourne vers toi, Bruno, qui sort du corporate, mais vous avez quand même choisi de faire un partenariat avec une start-up circulaire, un modèle qui est encore plutôt risqué dans le contexte mauricien. Et qui est là d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir ce pas et faire cette prise de risque? Déjà, on a parlé de contexte, mais il y avait le contexte, je pense que c'était en 2020. En 2020, on sortait de la transition plastique vers le papier. On avait déjà fait la transition, je pense, en 2019. On avait basculé tous nos emballages plastiques qu'on a importés à l'époque, principalement d'Europe, qui étaient déjà du plastique recyclé. Hein. On recyclait d'un pays d'Europe, mais on a emmené quand même ce plastique-là chez notre île. Ça nous embêtait un petit peu, on aurait pu quand même faire la transition vers du papier, mais toujours sauce à l'international. Et quand on a basculé sur la transition papier, on s'est quand même rendu compte que les volumes étaient beaucoup plus importants que le plastique. C'est-à-dire que pour les mêmes quantités d'emballage d'œufs, il fallait 2 fois plus de conteneurs pour faire venir les emballages papier que les emballages plastiques. Donc déjà, on était déjà face à une première problématique. Et deuxièmement, il y a le contexte, le Covid arrive, on est confronté quand même à des soucis sur les importations, les disruptions dans les chaînes d'approvisionnement, c'est un casse-tête de faire venir autant de conteneurs dans les délais requis. Et on sent là, quelque part, un threat, un risque. Et au même moment, on est approché à l'époque par Recycle, mais qui était vraiment encore au stade embryonnaire, qui nous dit ils ont du papier recyclé, ils ont du papier, ils ramassent du papier, ils ont du papier, ils peuvent recycler, et ils peuvent nous tirer des boîtes d'œufs. Donc l'idée germe à partir de là. Ça semble un projet vraiment intéressant parce que là, vraiment, un emballage souvent associé à un déchet. Nous, on sortait du plastique, on se sentait déjà un peu coupable, somewhere. On était sur du papier, mais ça finissait quand même en déchet. Et là, comme si on trouvait vraiment ça avait un sens. Et je pense que le sens, c'était surtout, je veux dire, pas patriotique, mais il y a un côté vraiment, on se disait, mais pour le pays, à l'âge, ça a vraiment du sens, over and above. Ça nous a permis de discuter des volumes, parce que nous, on savait les volumes qu'on utilisait, travailler à livre ouvert, et voilà le volume, voilà ce qu'on peut faire, provider que la quantité soit, que la qualité suive. À partir de là, le projet peut être monté, et voilà, sur les études de faisabilité, etc. Est-ce que ça pouvait tenir la route? Pour nous, on avait vraiment à cœur que cette entreprise aboutisse, parce que nous pas le sens que ça crée déjà en termes d'économie circulaire, tout ce que ça crée autour, hein, que ce soit l'impact environnemental, social, écologique. On avait cette volonté et on était même disposé sur une prise de risque, bien sûr. On avait décidé que ça allait se faire par phase, qu'il y allait vraiment avoir une période de transition. Et puis c'est des engagements quand même à long terme, parce qu'il fallait garantir
Vous savez qu'à l'époque, je voulais investir dans ces outils de production, etc. Donc il fallait qu'il y ait un output quelque part garanti. Donc c'est là où nous, on a joué le jeu, on a garanti des volumes minimum, j'ai eu une durée quand même relativement longue pour s'assurer que ce projet prenne. Je pense que la prise de risque, elle était là, elle était quand même assez mitigée. Maintenant, après, c'était vraiment au niveau qualité. Je crois qu'on va revenir dessus sur une prochaine question. Mais d'emblée, un projet comme ça nous a non, il faut que ça aboutisse, il faut qu'on trouve des solutions, quitte à ce que ça nous coûte même un peu plus, ça a tellement plus de sens d'un point de vue global. Et c'est à partir de là que, au fil des années, ça a évolué. Je pense qu'on a commencé à vraiment prendre les premiers emballages en 2022. Depuis 2023, on a commencé à atteindre une vitesse de croisière. Et depuis 2024, il y a un niveau confirmé. On est quand même sur une bonne lancée. Ouais, je garde le reste peut-être pour la suite, éventuellement la prochaine question. Donc, ils vous ont vraiment apporté une solution à une problématique que vous avez. Ouais. Donc, et pour creuser ce sujet, hein, Maurice, je me tourne vers toi. Donc, se porter un peu sur ce thème d'opportunité et de comment est-ce que les startups peuvent éventuellement apporter des solutions, des opportunités pour améliorer vos chaînes de valeur. À quel niveau peuvent-elles renforcer votre impact environnemental ou social à votre niveau chez Saint-Gobain? Forcément besoin de dire chez Saint-Gobain. Je dirais dans l'industrie en général, si on parle plutôt de l'industrie de la construction, c'est un peu le mauvais élève. Hein. Je pense que c'est émotionnel. On est celui qui bétonne le pays. Vous plantez, vous cultivez, vous nourrissez. L'industrie du bâtiment, c'est une industrie qui est émotionnellement, probablement pour le Mauricien, un peu difficile, parce qu'au final, on a une petite île et effectivement, on est aujourd'hui avec une urbanisation assez croissante. Quels sont les impacts? C'est surtout, pour le moment, on a des contraintes d'industrie, donc on est sur des problématiques de volume, mais c'est beaucoup plus sur le déchet, où là il y a probablement des choses à faire. Moi personnellement, j'ai construit une maison, c'est un lot bien entendu, pleine de fun, un lot à la LCB, et je finis ma construction, et je pense que tous, vous êtes comme moi, vous avez un gros tas de waste. Qu'est-ce qu'on fait à Maurice? On lève son téléphone et on appelle un waste carrier. Qu'est-ce qu'il fait avec le waste? En tout cas, moi, je ne sais pas si ça finit dans le champ de canne. J'espère que non, j'ai payé le bonhomme. Normalement, il a sa licence de waste et il va dans un centre qu'on appelle. On a baptisé des potoirs. Non, chez des. Français. Ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, je crois qu'il y a une étude qui a été montrée à Maurice qu'il y a un nombre incroyable de dumping sauvage dans les champs de canne. Toutes ces choses, c'est là où il y a de l'opportunité. Vous avez du métal, du bois, du bloc cassé, et vous avez énormément de ressources. Et qu'il faut commencer par là. En tout cas, par soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours dire il faut, peut-être qu'il faut simplement le faire soi-même. Personnellement, j'ai été un mauvais élève, donc je ne l'ai pas fait. Mais si demain, un entrepreneur allait contacter, c'est pas compliqué, le network c'est assez simple. La construction, c'est pas comme si on avait 50 000 constructeurs à Maurice. Oui, il y a beaucoup de constructeurs, mais si vous avez un auto-entrepreneur qui met en place un réseau intelligent, les maisons, ça ne bouge pas. C'est pas comme si j'arrive, je bouge une maison, c'est fixe, c'est un point fixe. Et vous incitez le constructeur, toujours là, c'est à vraiment trier en partie. On sait qu'on a des gros acteurs de l'industrie qui sont en train d'annoncer qu'ils récupèrent une partie de déchets, comme les blocs par exemple. Les blocs, c'est quand même un déchet aujourd'hui qui est minéral, ainsi nocif, mais si le sport est nocif, hein, de façon intense. Donc si vous balancez dans un point fixe, par exemple
des déchets de poules ou des blocs, c'est pareil, vous polluez. Vous polluez dans tous les cas. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, acceptent un enfant qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ou 5 ans, vous n'aviez pas l'opportunité de réorienter ça. Le bois, c'est pareil. Aujourd'hui, on a une industrie qui s'oriente de plus en plus vers la biomasse. Il y a des bio... Donc, vous avez effectivement des gens aujourd'hui qui se raccordent de producteurs d'électricité, qui fabriquent de la biomasse. Ces gens-là peuvent certainement, si vous avez une entreprise qui vient rassembler un volume important de biomasse, qui les oriente chez ces gens-là, il y a une source intelligente, plutôt que d'aller brûler du charbon qu'on apporte, c'est du dollar, en plus c'est du CO2 qui pue. Tout ça c'est assez vertueux, donc c'est plus dans cet exutoire. Nous, notre rôle, et je vous reviens sur un point assez important, en tant qu'industriel, on a un effet de volume. C'est là où on est important. On peut facilement... Je reviens sur quelque chose d'assez empirique. Maurice, c'est une opportunité en soi, parce qu'il y a énormément d'industriels. Si on n'était que des importateurs, ça aurait été le bordel. Ici, vous avez la possibilité de transformer quelque chose qui est un déchet. Nous, par exemple, on a au niveau du ciment une belle industrie, même si le charbon, c'est pas très beau, on a quand même des industriels qui, à partir du charbon, on appelle ça des cendres volantes, font aujourd'hui un couplage avec le ciment. Fly ash. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez un ciment, vous importez moins de ciment, mais vous avez des performances encore plus intéressantes de votre ciment. Le pont, par exemple, le pont de Sage, c'est pas du ciment que vous avez dans la quincaillerie. C'est un blend qui permet de faire un pont qui est garanti 100 ans. Mais c'est pas un blend avec du ciment, hein, c'est un blend avec des ajouts. Donc ces ajouts sont intéressants. Et nous, industriels, notre effort que nous devons faire, c'est de sortir de notre zone de confort et de rentrer sur des choses où on est moins à l'aise. C'est vrai que le support d'un groupe comme Saint-Gobain, il y a énormément de recherche et développement, ça nous permet d'aller un peu plus vite, donc on a un edge. Ça, il faut le reconnaître. Mais si vous n'avez pas cette industrie-là locale, si vous n'avez pas l'industrie en local, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas importé de la cendre volante. Donc voilà les opportunités qu'on a chez nous. Il parlait de la viande de poulet, c'est extraordinaire comme ressource, ne serait-ce que pour revaloriser les terres. Je sais qu'il y a des partenariats faciles, encore plus avec l'agriculture aujourd'hui industrielle qu'on a. Les gens savent que nos terres sont arrivées à être quasiment, on va dire, pas neutres, mais trop minéralisées. Donc il faut régénérer la terre. Je pense que c'est ça la vertuosité de Maurice, c'est qu'on est un pays d'industriels. Et en tant que pays d'industriels, on a des opportunités. Et ça, c'est pour moi un fait accompli. On n'est pas dans un pays où nous importons simplement, nous transformons. Et je crois que c'est là où les startups sont importantes, c'est d'amener aux industries, comme nous, un produit à valeur ajoutée. C'est tout. De venir montrer qu'il y a un potentiel dans une valeur ajoutée, c'est leur job. Nous, on est dans notre folie de tous les jours, nos engagements industriels d'entreprise privée. Vous devez, première chose, vous assurer que tous les mois, vous avez de quoi payer vos salariés, vous avez de quoi honorer votre engagement. Ça, c'est les pressions que vous avez en tant qu'industriel, enfin, en tant qu'entrepreneur. Les startups sont beaucoup plus agiles pour vous ouvrir les yeux et de vous sortir, je crois que Caroline a une belle chose, c'est en fait de vous exposer. Et pourquoi on est là, nous, et pourquoi moi j'ai pris la décision avec la compagnie de venir et d'être sponsor, c'est d'être exposé. Je ne peux que être, on va dire, touché par des choses qui vont make sense pour moi. Voilà. Merci. C'est en tout cas pourquoi la plateforme m'a intéressé. Je ne pense pas être celui qui vous donnera des solutions, des idées immédiates, mais en tout cas qui sera certainement porteur, s'il faut. Alors j'ai un second round de questions, mais on a déjà dépassé le temps. Alors on va faire vos questions, mais vous allez me répondre très brièvement. Prêt? Valérie aussi.
Donc, ce deuxième round de questions, on va essayer d'orienter petits tips pour les entrepreneurs. Et Bruno, je me retourne vers toi. Alors, on a parlé de prise de risque. Et les entreprises corporate ont des devoirs et des standards élevés en matière de qualité, de sécurité, de conformité. On ne peut pas vendre une brique qui va casser sous le toit d'une maison, par exemple. Et donc, comment est-ce que les startups peuvent répondre à ces exigences-là chez vous et gagner votre confiance? Donc, c'est sûr que je fais la qualité, on dit je prends pour initial, on ne peut pas faire aucun compromis sur tout ce qui touche à la sécurité alimentaire. On est certifié ISO 22000, donc la prise de risque pour affecter un œuf au bout de la chaîne, on ne peut pas la prendre si moindrement il y a un risque sanitaire ou quoi que ce soit. Mais par contre, sur certains standards, on s'est permis d'être assez flexible, parce qu'on se dit, chaque fois, il y avait une volonté derrière d'accompagner la start-up. C'était vraiment se dire, ok, sur le produit fini, on a donné quand même une seuil de tolérance. Sur le choix des logements, par exemple, il fallait là aussi que chaque produit ait un volume pour justifier l'investissement. Par exemple, on avait investi dans de propres moules. C'était assez costaud comme investissement, mais au moins on avait quelques moules sur lesquels on savait qu'on pouvait tirer des volumes importants. On dirait que on a accepté cette flexibilité-là. Chez nous, le souci qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on est une entreprise complètement mécanisée, c'est-à-dire le ramassage d'œufs, le ramassage, le calibrage, l'empaquetage, en fait, tout se fait mécaniquement. Et le challenge n'était pas non seulement de voir un joli petit pack qui paraissait joli, c'était vraiment que ça puisse traverser cette chaîne-là avec tout le processus mécanique sans le gros souci. On a eu pas mal de challenge au début, on a accepté que c'était comme ça, on savait que ça allait être le cas, on savait que c'était le plus gros challenge. On a quand même, je pense, bien accompagné il y avait une équipe qualité. On a donné les requirements, mais aussi un bon support. Il y a eu beaucoup d'échanges sur les sites pour voir comment ça se passait. C'est pas vrai, il suffit d'un petit détail, il suffit d'une finition assez technique, mais un pricing un peu plus long en sortie de production, d'un produit fini qui se détache plus facilement. On dit jusqu'à. On voit que ça s'améliore, ça c'est encourageant. Mais ça nous a quand même coûté un petit peu plus cher parce qu'il fallait mettre quand même une intervention humaine à certaines échelles. Mais je pense que pour la start-up, cette expérience gros groupe ne peut que la positionner en termes de qualité de produit fini, pas dire vers une sorte d'excellence, mais vers un produit qui, une fois, on dit chez nous, si on arrive à faire passer à 100% dans ce processus mécanique, permettrait maintenant à la start-up, après une start-up, mais après cette étape-là, d'aller toucher vraiment de marché dans la région, je pense à la Réunion, qui est quand même un très gros marché, mais où l'exigence, qualité ne se limite pas uniquement à la sécurité alimentaire, mais c'est vraiment sur ce produit fini qui peut être mécanisé, parce que là-bas c'est la mécanisation en France, tout est automatisé, etc. Je pense qu'il y a la prise de risque, une prise de risque calculée. Il y a surtout l'envie derrière que ça aboutisse. Je pense nos feedbacks, le travail en étroite collaboration avec le but ultime que ce soit constructif, quand même amène à l'aboutissement de ce qu'on souhaitait au départ. Merci. Donc les startups, laissez-vous être challengés par les corporates qui vont vous pousser à professionnaliser et améliorer votre produit. Ils sont là pour ça. Alors, et pour conclure un peu cette partie-là, conclurons. Pour juste rajouter à ce que Bruno vient de dire, quels sont les autres ingrédients peut-être pour une collaboration réussie entre une entreprise et une start-up sur ces questions de durabilité notamment.
L'entreprise, sa vocation, je crois qu'il faut être un peu honnête, c'est d'être profitable. Une entreprise n'avance pas si elle n'est pas profitable. Donc au final, il faut que le start-upper, son projet, apporte quelque chose qui soit pour l'entreprise, en tout cas, elle, à son niveau, qu'elle y trouve un intérêt. Je parle pour ma casquette de compagnie privée. Très simplement, dans notre industrie, et c'est aussi là votre rôle, le rôle des start-upers, il y a une grande problématique, c'est que en fait, les gens sont au courant de rien. Moi, je suis dans l'industrie du bâtiment, c'est pour ça que je suis là. C'est pour être un petit peu une tour de contrôle et apporter mes connaissances. Je demande à un gars de construire, demain il va construire, je vois qu'il y a des questions qui étaient orientées comme ça, comme il y a dans les années 80. On voit encore les bâtons là. Vous voyez, les bâtons d'eucalyptus qui tiennent les dalles, ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, je me souviens de ça quand je descendais sur les routes, c'est encore pour beaucoup le cas. Le rôle d'une start-up, c'est peut-être d'innover en disant vos idées préconçues sont fausses. Aujourd'hui, de monter un mur en bloc vous coûte probablement beaucoup plus cher que de monter un mur en partition. Et en plus, on a un impact CO2, n'en parlons pas. Donc, c'est ça la construction déjà. Ça va beaucoup plus vite. Et pourquoi ça existe dans les autres pays? Parce que tout simplement, c'est plus intelligent. Je ne dis pas de faire la maison, oui, le périmètre, bien sûr, on a toutes les contraintes de nos climats et autres. Mais, je réponds à une question simple, les gens n'ont pas accès en fait à ce genre de choses. Donc peut-être qu'une start-up trouvera son intérêt et proposera pas à ma compagnie, mais aux compagnies du métier, venez join sur ma plateforme et travaillons sur juste des comparatifs en fait, et vous faites partie des gens qui peuvent être contactés pour que le client final puisse faire son choix. Parce que c'est le client final qui a des DM, c'est le portefeuille. Et lui, s'il est intéressé, il en parle à ce constructeur, mais surtout il table à ce constructeur. Sors de ton immobilisme, on va dire presque empirique de notre métier. Voilà mon conseil. Donc, rentrer en contact avec les corporates, rentrer dans leur chaîne de valeur, dans leur network, et ça coûte un peu. Ça coûte. On va conclure sur l'argent. On va commencer avec l'argent, on va finir avec l'argent. Naturel. Harry, 3 minutes, hein? À votre avis, donc, pour conclure tout ça, quel rôle les grandes institutions financières peuvent-elles jouer dans l'émergence d'une économie plus durable, au-delà du financement classique? Écoute, tu sais, nous, notre rôle, c'est surtout d'être facilitateur de cette démarche, c'est d'être présent là où il faut être présent, donc, par exemple dans l'écosystème, mais à nous dire au niveau bancaire aussi, on essaye de structurer certains produits qui, autres que les produits classiques, si tu veux, tu parlais sûrement de MCB Partners. Aujourd'hui, ceux qui débutent, qui n'ont pas accès direct au crédit, mais qui travaillent avec des grandes entreprises, bien souvent ça travaille à crédit. On vous dit qu'on va vous payer dans 90 jours, dans 120 jours, et ça bloque vos cash flows. Et bien, la banque, avec la MCB Partners, donc la facturation, on peut prendre ces factures et on vous donne du cash vis-à-vis de ces factures directes, sans garantie, donc il n'y a pas de garantie pour ça. Oui, c'est aussi available pour les startups, c'est available pour tous les types d'entreprises, et ça vous aide dans le démarche cash flow. D'une part, c'est pareil aussi pour le côté équipement. Bien souvent, on pense qu'au loan, mais on a aussi des facilités avec même CBDC qui offre des facilités pour vous aider à prendre des équipements, à vous équiper. Allons dire on ne va pas venir vous demander des sûretés fixes flottantes sur les bâtiments, on va prendre la machine, la voiture même en garantie. Donc ça aussi, ça existe. Après, on top de ça, il y a toute la partie qu'on fait au niveau sustainability. On a des prêts, on a des facilités bancaires qui sont vraiment très abordables du point de vue d'intérêt pour, encore une fois, vous aider à contenir vos coûts, surtout les finance costs. Et, allons dire, pour venir rajouter à tout ça, on a créé récemment une plateforme qu'on appelle Punch. Là, il y a effectivement eu quand même la collaboration avec beaucoup de startups qui
ils sont venus nous voir avec des idées comment vraiment structurer cette plateforme pour la rendre beaucoup plus vivante. Et bien aujourd'hui, avec cette plateforme Punch, moi je vous invite à vous connecter, que ce soit vous êtes startup ou pas. Ça vous donne vraiment accès à beaucoup de renseignements, beaucoup d'éducation, beaucoup de documents que la banque continue de load dessus, de façon à ce que vous aidez dans tout ce qui s'appelle financial literacy, soit les economic topics, où ça va, même pour les ressources humaines, etc. Donc c'est assez large. Il y a beaucoup des collaborateurs qui travaillent avec nous dessus. Et cette plateforme est appelée à grandir encore et à s'innover encore. Donc c'est pour ça que, oui, voilà, je vous invite aussi à connecter à travers cette plateforme de façon à ce que ça vous aide dans tout ce qui s'appelle vos planifications, vos démarches stratégiques, produits, développement. Donc voilà un peu, si tu veux, en tant que banque, c'est pas uniquement vraiment vous endetter, mais c'est aussi contribuer d'une façon différente à vous faire grandir. Merci, c'est super, on point. Non, je trouve super intéressant parce que on ne connaît pas vraiment le monde bancaire et on pense juste au loan. Et je trouve intéressant de savoir qu'on peut rentrer à la LCB et s'asseoir avec quelqu'un et demander quelle autre aide on peut avoir. Et là, vous allez déployer votre panoplie de différentes choses que vous pouvez faire. Et ça peut vraiment unlock quite a few problems que les gens ne sont souvent pas au courant. Donc, surtout dans le monde de la start-up. Donc, merci et super intéressant. Caroline, on peut conclure avec toi. Alors, on va regarder un petit peu le futur maintenant. Alors, quels seraient les grands axes, les grandes opportunités d'innovation durable sous-exploitées à Maurice dans ton domaine agroalimentaire et tu peux élargir aussi, bien sûr. Là, je ne sais pas si, j'ai su ça ce matin, moi aussi, j'ai su ça hier pour être précis, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais aujourd'hui c'est le Overshoot Day. Earth Overshoot Day. Aujourd'hui on est le 24 juillet 2025 et on a fini de consommer l'intégralité des ressources qui sont produites pour l'équivalent d'une année entière. C'est juste ça parce que si on parle du futur. C'était en août. Exactement. Il y a 2 ans c'était en août et là c'est le 24 juillet. Enfin, on ne va pas déprimer, hein, mais il y a ça quand même. Il y a, vous savez tous, hein, la problématique du changement climatique. Quand on regarde maintenant Maurice, Small Island Development States, on est quand même isolé dans l'océan Indien. Plus de ça, on a une petite méconnaissance du fait qu'on est un Big Blue Ocean State, parce que Maurice, je ne sais pas pourquoi, mais on a un peu oublié qu'on avait 99,9% de notre zone économique exclusive qui est de l'océan. Ouais. Et quand on regarde Maurice maintenant, l'île, ça a été dit, hein, les terres sont appauvries, il y a l'érosion côtière, on a un stress hydrique. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, je suis à la biodiversité qui est complètement érodée à Maurice. On s'arrête. Donc, alors, ce qui est génial, c'est que quand il y a des problèmes, en général, c'est que c'est source de solutions potentielles. Donc, je dis tout ça parce qu'en fait, il faut que, justement, les startups et les entrepreneurs adressent ces problématiques. Donc, dans le cadre des idées potentielles, la production agricole, durable, voire régénérative, hein, définitivement, parce qu'il va falloir nourrir Maurice dans un contexte de changement climatique, avec des problématiques d'importation qui seront de plus en plus aiguës. Production agricole et alimentaire. Avec une petite note sur les productions agricoles oubliées, comme par exemple le faux lapin, la patate douce, la rouille et la papaye. Parce que quand on va au Rodrigo, on mange de la papaye et j'ai toujours pas compris pourquoi à Maurice on n'en mange pas plus. Salade de papaye verte. Donc bref, toutes les productions oubliées parce qu'il va falloir se recentrer sur des productions alimentaires locales adaptées aux conditions locales. Sur les déchets, ça a été dit, je le redis, on a beaucoup de déchets. On sait comment ils sont aujourd'hui traités ou pas. Donc, il faut absolument pouvoir se structurer sur l'économie circulaire des déchets, notamment les biodéchets issus de l'agriculture et de l'alimentation, mais aussi la construction. Bref, la problématique des déchets est majeure. La Blue Economy, parce qu'il faut que Maurice regarde ses ressources halieutiques et développe des startups innovantes sur toutes les utilisations
durable de l'océan. Je ne parle pas d'aller faire du mining ou quoi, hein, pas du tout. Durable de l'océan. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on a un beau pays où il y a eu un manque d'investissement dans la culture et je pense que l'axe culturel doit absolument être soutenu en dehors de tous les axes que j'ai dit juste avant et marque une petite couche d'IT sur tout ça. Parce qu'effectivement, on fait que les startups doivent s'outiller sur les outils IT. Je voulais juste terminer en disant que ce qui est super important dans tout ça, c'est les partenariats. ODD numéro 17, pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'est certainement l'objectif de développement durable le plus important. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je voulais remercier la Turbine, Diane et Tim, parce que nous, en tout cas, avec le Angel Fund, on ne peut pas travailler tout seul. On est un écosystème, on est en partenariat, et c'est génial de pouvoir travailler ensemble pour aider ça. Merci. J'ai fini mon travail. Est-ce qu'il y a des questions de femmes? Peut-être, comme madame a dit, il y a quelque chose que je dois souligner, la santé à Maurice. On a une population qui vieillit d'abord, et puis le taux de diabète à Maurice, c'est le plus élevé dans cette partie de la région. Et puis on prend conscience de ça, et si on a une population malade, comment on va pouvoir avoir une action de entrepreneurs? Ça, c'est une raison pour laquelle il faut pouvoir travailler. Les startups peuvent venir avec des solutions comme comment faire accroître le bien-être de la population. Donc, j'avais bien dit l'alimentation, c'est un important primordial pour qu'on ait une population qui puisse avoir de l'énergie pour pouvoir travailler. Ah, vous avez bien raison. Moi, j'ai répondu avec la casquette Eclosia, c'est-à-dire, mais vous avez bien raison sur la question de la santé. À part ça, il y a aussi le côté spirituel. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. La spiritualité, on a tendance à penser que la spiritualité, ça c'est dans les livres, mais soi-même, connaître soi-même, faire des exercices respiratoires, enseigner aux gens ce qu'on appelle le self-education, tout ça, ça compte dans le bien-être d'une population. Des sujets qu'on n'a pas vus, mais effectivement, bien important. Le bien-être. D'autres questions? Une petite constatation et question aussi. On parle de partenariat et je pense qu'on veut parler d'ONG qui sont venus et qui ont réussi à mettre différents compétiteurs, on va dire, autour de la table. Une question, c'est quelle est la place justement des ONG dans cette démarche de start-up? Et si on regarde ça d'un point de vue objectif commun sur la globalité, sur le fait qu'idéalement on espère tous que Maurice justement puisse développer ce sustainability. Quelle est la part ou comment est-ce qu'on peut accompagner peut-être aussi certaines ONG ou comment créer du partenariat avant de démarrer peut-être une démarche qui soit, on va dire, financière, on va dire, même s'il y a toujours ça qui reste en ligne de mire, mais d'avoir cet élément avant la finance, le projet commun. Donc l'accompagnement peut-être des ONG si c'est ça. Si je rebondis sur le cas, on va dire, du verre, malheureusement, l'ONG, elle est toujours un petit peu plus fragile. En fait, elle dépend. L'intérêt d'être une compagnie, hein, c'est qu'à un moment, vous générez vous-même, vous vous rendez indépendant. Vous allez toujours avoir besoin de partenaires, mais vous vous financez. Une ONG, c'est compliqué aussi. Et dans ce projet, il y a un moment où l'ONG, elle s'arrête et le relais est pris par une compagnie. C'est là où il y a eu un petit hic dans ce relais. Je pense que là, il y a eu une sorte de caillou dans l'engrenage. Donc, ça montre que maintenant, l'ONG, elle est un petit peu sans exutoire. Ça montre, c'est ça la fragilité du ONG. Potentiellement, pour répondre à ta question, peut-être qu'une ONG, quand elle fait le travail au début, c'est là aussi où nous, en tant qu'accompagnateurs, on peut être un petit peu plus visionnaire sur attention, tu sais, à un moment, là, tu vois, un gap. Et c'est bien de courir, mais peut-être là, il faudra sauter un moment et attention, prépare-toi. Je crois que c'est ça qui est notre rôle, en fait. C'est-à-dire, comme tu dis, un peu d'accompagnement et de lui faire comprendre aussi qu'à un moment, son rôle va s'arrêter. Que, avant de démarrer, il
faut que ce moment où ça s'arrête, la suite soit continue. Sinon, c'est un bébé qui n'est pas. Voilà. Donc là, on est un peu tiraillé sur l'ONG, est-ce qu'elle a réussi, et le relais qui était un petit peu brouillé. Malheureusement. Il y a une éventualité, hein. Compliqué, c'était, je crois, faire s'asseoir les gens. Ouais.